Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en fait le contenu de la mission que j'ai assumée pendant 1 an à la Fédération des parcs naturels, qui portait sur l'analyse des conditions de mise en œuvre de la Charte européenne du tourisme durable dans les parcs naturels wallons. Alors, je propose pour commencer une petite remise en contexte pour bien respécifier ce que sont les parcs naturels. Les parcs naturels, ce sont donc des territoires qui sont gérés à des fins de développement durable. Et en fait, si on veut se référer aux racines de la création des parcs naturels wallons, on peut lier ça aux initiatives prises dans d'autres pays européens, à commencer par la France en 1967, qui a instauré un décret qui rendait possible la création de ces territoires à des fins de développement rural. Alors en Belgique, le premier parc naturel créé, c'est celui des Hautes-Fagnes-Eiffel, en collaboration avec les partenaires allemands, mais en dehors de tout cadre législatif. Le cadre législatif, il est arrivé en 1973 en Belgique avec la loi pour la conservation de la nature. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les parcs naturels à cette époque-là, ils étaient spécifiquement dédiés à la protection de la nature et des paysages. Alors évidemment, avec la régionalisation vient le décret des parcs naturels. Et ce qui est surtout important, c'est de savoir qu'en 2008, il y a eu une révision du décret avec une extension des missions des parcs naturels qui n'étaient plus uniquement dédiées à la protection des paysages, mais avec vraiment une logique de développement rural. Et ça a une importance évidemment pour le tourisme durable. Et donc aujourd'hui, on a 12 parcs naturels en Wallonie qui couvrent 71 communes rurales, 380 000 habitants et qui couvrent 33% du territoire wallon quand même, donc c'est pas rien. Et avec, ce sont des territoires en évolution, puisqu'il y a un nouveau parc naturel qui va être créé dans le Condro, et parce que certains parcs naturels sont encore en extension, comme le parc naturel de Gaume, où certaines communes vont rejoindre le parc naturel, et le parc naturel de la vallée de la Tertre, où d'autres communes vont rejoindre le parc. Donc on anticipe plus de 14 communes rurales et une augmentation du nombre d'habitants qui sont concernés et du territoire qui est concerné par les parcs naturels. Alors bon, ça c'est des logiques de fonctionnement, ça c'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais par contre ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait les missions qui sont couvertes par les parcs naturels sont très diverses, et c'est évidemment là qu'il va y avoir une connexion avec les logiques touristiques. Alors, la mise en œuvre de la Charte européenne du tourisme durable dans les parcs naturels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la Charte européenne du tourisme durable, c'est un label. C'est un label qui a été développé par la Fédération Europarc et qui est octroyé aux territoires qui peuvent démontrer qu'ils sont engagés dans un processus de mise en œuvre de cette charte. Alors, je ne sais pas si on vous distribuera les diapositives à la fin, mais voilà, je vous ai mis le lien vers les fiches techniques qui détaillent cette charte européenne du tourisme durable. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, mais qu'est-ce que le tourisme durable tel que défini par la charte européenne du tourisme durable? Parce que, comme certains intervenants l'ont dit ce matin, dans le tourisme durable, il peut y avoir tout et rien, et la définition peut être très variable, mais dans la Charte européenne du tourisme durable, qui est un processus, enfin qui est issu d'un processus concerté, ça implique que le développement touristique soit un développement touristique qui est contributeur au territoire, sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et environnemental, et que ce développement touristique contribue aussi à la protection des espaces. Donc il doit être contributeur, mais il doit aussi être intégrateur. On parlait de l'importance de la concertation et d'intégrer les acteurs. Mais c'est une dimension clé de cette charte européenne du tourisme durable. Ce développement doit être concerté et les visions et les objectifs doivent être alignés dans une logique de coexistence, puisqu'il y a différentes formes de tourisme qui peuvent coexister. Et une fois qu'il est concerté, il doit être planifié. Et donc, il doit être suivi en termes d'impact, en termes de contribution, mais aussi en termes de processus. Et ce suivi peut donner lieu à des effets de feedback
qui permet en fait d'éventuellement corriger ce qui n'a pas été bien fait au niveau de l'intégration. Et il doit être suivi et il doit être intégrateur sur quels aspects? Eh bien, la charte porte sur 10 points clés et ça permet de se rendre compte en fait de toutes les dimensions qui sont couvertes par cette charte. Et ça inclut que, en fait, ça implique que le tourisme est vraiment connecté aux autres activités du territoire. Le premier point, c'est la protection des paysages et de la biodiversité. Le deuxième point, c'est que le tourisme puisse être un vecteur de soutien à la protection des paysages et de la biodiversité. Et ça fait référence à ce que Marc expliquait par rapport au fait que, voilà, est-ce que les contributions du tourisme peuvent éventuellement financer des projets de protection ou de conservation. Le troisième aspect, c'est un aspect lié aux impacts, c'est la réduction de l'empreinte carbone, de la pollution et du gaspillage des ressources. Le quatrième aspect, c'est la notion d'accès du visiteur, accès au territoire, accès aux installations et accès aux expériences. Et là, il y a une notion importante qui est à disposition de tous les visiteurs. Et donc, il y a vraiment une notion d'inclusivité sur tous les aspects qui peuvent être concernés en termes d'accueil des visiteurs. Le cinquième aspect, il touche à des dimensions qui ont été évoquées ce matin et cet après-midi, qui est le fait que si on donne accès aux visiteurs au territoire, eh bien, il faut forcément qu'il y ait une communication auprès du visiteur qui soit efficace. Le sixième aspect, ça touche aussi à des éléments qu'on a évoqués, c'est celui de la cohésion sociale. Donc, il faut, dans un développement touristique qui couvre les dimensions de la Charte européenne du tourisme durable, il faut que ce développement anticipe et suive les conflits et que la communication soit efficace, notamment avec les résidents des territoires. Le septième aspect, évidemment, c'est l'idée que le développement touristique renforce la prospérité du territoire et que donc ce développement participe au développement économique et social territorial. Le huitième aspect, on l'a aussi déjà évoqué, c'est l'importance du renforcement des capacités et des formations auprès des opérateurs touristiques. Le neuvième aspect, c'est évidemment de suivre tout ça. De suivre tout ça comment? Avec toute une série d'indicateurs. Et le dixième, c'est qu'il faut que les territoires qui soient engagés dans ces dynamiques communiquent ouvertement sur le fait qu'ils soient engagés dans cette dynamique. Donc voilà, c'est vraiment le développement durable sous la Charte européenne du tourisme durable, c'est vraiment un développement très global. Et donc, en fait, cette charte, elle prévoit que ce développement touristique se fasse par étapes. Ça implique de déjà bien connaître son territoire, du point de vue de son patrimoine, de ses infrastructures, donc ça implique de faire une analyse SWOT. Une fois qu'on connaît bien son territoire, en concertation, on définit des objectifs. Et donc l'idée, c'est de bien s'aligner sur qu'est-ce que les acteurs du territoire souhaitent, dans quelle direction est-ce qu'ils souhaitent aller. Et donc là, il y a bien une logique aussi d'autonomie. Je veux dire, chaque territoire peut avoir son propre set d'objectifs et définir sa propre politique de développement durable, pour autant qu'elle couvre en fait toutes les dimensions de la Charte européenne du tourisme durable. Et puis, une fois que ces objectifs sont définis, il faut un plan d'action et il faut un dispositif de suivi. Et donc, évidemment, l'idée, c'est qu'il y ait bien un feedback à ce niveau-là. Et alors, donc, ma mission, en fait, pour préparer cette mise en œuvre dans les parcs naturels, elle se déclinait en 4 axes. C'était d'abord d'aller à la rencontre des réalités des parcs naturels, ensuite de réfléchir au développement d'un set d'indicateurs de suivi, d'identifier les principaux conflits d'usage et de déjà réfléchir en termes de stratégie de résolution, et enfin de travailler aussi sur les aspects de mise en tourisme des réserves naturelles, donc comment connecter les réserves naturelles à l'offre touristique. Alors si je commence par les réalités propres au parc naturel, en fait on a fait un constat qui était assez intéressant, j'ai mis interpellant mais c'est plutôt intéressant, en lien avec les enjeux liés au tourisme durable, mais c'est que en fait le tourisme durable c'est bien un nouveau segment en développement et qui en fait est axé sur le fait que le visiteur est connecté, donc il y a un travail de médiation du visiteur aux ressources intrinsèques du territoire. Et ces ressources intrinsèques, ça va du patrimoine naturel au patrimoine culturel et historique,
mais ça va jusqu'aux services et aux biens locaux qui sont à disposition sur le territoire. C'est un segment en développement, mais c'est un segment qui doit prendre en compte le fait que les opérateurs touristiques puissent avoir des objectifs différenciés. Et donc, il y a une réflexion nécessaire sur la coexistence des objectifs des différents opérateurs touristiques sur le territoire. Et enfin, ça implique qu'il faut penser la connexion entre les acteurs. Donc, il faut qu'il y ait une vision du développement durable qui soit discutée et négociée entre les acteurs. Et en fait, les parcs naturels, comme institutions territoriales, en fait, ils sont stratégiques à ce niveau-là. Pourquoi ? Mais parce que ce nouveau segment touristique en développement, ça implique de concevoir, mais pas seulement concevoir, ça implique aussi de coordonner les produits touristiques dans les territoires. La coexistence d'objectifs différenciés, ça implique ça nécessite, oui, il est nécessaire de suivre le développement touristique et d'organiser la concertation entre acteurs. Et enfin, pour connecter les acteurs autour d'une vision, il y a tout un travail à mener d'information, de formation et d'animation territoriale. Et les parcs naturels, en tant qu'institution territoriale, ils ont une réelle valeur ajoutée par rapport à ces trois aspects, parce qu'ils connaissent bien leur terroir, du fait, en fait, ce que j'ai montré auparavant, que en fait, les missions des parcs naturels couvrent toute une série d'aspects dans le développement territorial, donc ils connaissent bien leur territoire, ils sont en capacité en fait, de développer ce tourisme de connexion et de coordination. Et ils ont une expertise en termes de développement territorial, donc ils peuvent bien réfléchir en termes de coexistence. Et enfin, ils sont connectés aux acteurs du territoire et ils ont la plupart du temps une expertise en animation territoriale. Et donc les parcs naturels, en collaboration avec d'autres projets territoriaux dans lesquels ils sont impliqués, comme on a vu par rapport aux forêts d'Ardennes, par exemple, voilà, ils sont tout à fait adéquats pour en fait mener ce travail-là. Et donc, pour en fait mettre en œuvre l'analyse de la mise en tourisme, enfin de l'implémentation de la Charte européenne du tourisme durable dans les parcs naturels, on a travaillé avec ce qu'on appelle un Destination Management Plan, qui est une sorte de en fait une photographie de la situation de chaque parc naturel en matière de tourisme. Mais on a aussi travaillé en comparatif pour identifier les enjeux qui étaient communs à certains parcs naturels et qui leur permettaient en fait de dialoguer sur ces enjeux. Et enfin, on a travaillé sur un set d'indicateurs, mais qui s'est enrichi sur base de ce qu'on avait pu observer dans les parcs naturels pour que ce set d'indicateurs soit bien calibré avec les réalités de terrain. Et donc, ce set d'indicateurs, ça a été tout un travail, en fait, on a d'abord répertorié les indicateurs qui étaient potentiellement utilisables, donc en partant d'ETIS, mais en enrichissant ETIS par rapport à toute une série de guides qui avaient été développés notamment par l'Organisation mondiale du tourisme, parce que ETIS ne couvre pas, par exemple, certains aspects comme la protection des paysages, la protection de la biodiversité. Et donc, c'était important d'enrichir ETIS pour le rendre plus exhaustif et plus en phase avec la Charte européenne du tourisme durable. Ensuite, on a différencié les indicateurs qui, selon nous, et c'est un travail qu'on a fait en collaboration évidemment avec le CGT. On a différencié les indicateurs qui étaient peut-être qu'il était plus pertinent de récolter à l'échelle de la région wallonne par rapport à des indicateurs qu'il était peut-être plus pertinent de récolter à l'échelle des parcs. Et puis on a trié ces indicateurs en termes d'opérationnalisation, donc pour les rendre en fait opérationnalisables, utilisables par les acteurs. Et donc en fait ce travail n'est pas terminé à ce stade-ci, mais il va déboucher sur une mind map où en fait les indicateurs seront... donc la mind map, elle représente en fait toutes les dimensions de la Charte européenne du tourisme durable, avec les sous-dimensions, parce que dans les 10 dimensions que j'ai évoquées, en fait, il y a des sous-dimensions. Et à chaque sous-dimension sera associé un indicateur avec une fiche et avec des critères de récolte des données. Et l'objectif étant qu'en fait, si
tous les parcs naturels ou les autres utilisateurs de cette mind map récoltent les indicateurs de la même manière, eh bien, on peut beaucoup plus facilement faire un travail d'analyse, faire des analyses transversales. Et donc l'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir un set qui est exploitable, opérationnalisable et aussi comparable en termes d'analyse. Voilà. Et donc c'est un travail qu'on fait avec le CGT et l'idée c'est... Ah, je suis à la mi-temps. Bon, j'aurais fini bien avant. Ça y aura plus de temps pour... Ah, donc oui, donc je dois terminer. Alors je vais terminer très vite. Ok. Juste très rapidement, les réserves naturelles, l'idée c'était de mieux les connecter à l'offre touristique, qu'elles soient accessibles ou qu'elles ne soient pas accessibles aux visiteurs. Même si elles ne sont pas accessibles, le visiteur qui passe le long, notamment par exemple dans le cadre d'une promenade, peut lire des panneaux d'interprétation. Donc c'est de nouveau cette idée de médiation. Donc je vais passer cette dia-là parce que je pense que je vous ai déjà dit l'essentiel. Et les conflits d'usage, voilà, l'idée c'était, on a fait un tableau qui en fait les répertorie, mais répertorie aussi des stratégies de résolution, parce que c'est à partir de là qu'on peut évidemment mettre en œuvre un dialogue et en fait répondre aux objectifs de la Charte européenne du tourisme durable. Donc voilà, ça c'était un petit résumé de ce que je vous ai raconté. Et donc je passe la parole à vous. Le Parc naturel, depuis 2008, travaille également dans le développement de projets touristiques. Ici, on va vous faire vous balayer quelques projets, vraiment citer quelques projets ciblés dans les parcs naturels wallons, ainsi qu'un focus sur le parc naturel lequel je travaille, qui est le parc naturel des Deux Ourtes. Donc, quelques cas concrets. Tout d'abord, un premier projet, qui est le projet Nature Accessible. C'est un projet qui est porté par la Fédération des parcs naturels wallons. Et donc, l'objectif, c'est de créer 11 sentiers didactiques en zone Natura 2000 et qui sont accessibles à des personnes à des besoins spécifiques. Ici, donc, j'ai pris l'exemple du parc naturel des Plaines de l'Escaut, dans le Hainaut, qui a développé un sentier ici fin 2021, donc au niveau de la forêt domaniale de Bon Secours, avec un aménagement de sentier, des modules didactiques aménagés pour des besoins qui étaient identifiés, c'était des PMR et des personnes ayant des difficultés de compréhension. Donc voilà, ici, au courant de l'année 2022, les différents sentiers seront inaugurés. Et pour ce faire, on a collaboré avec l'ASBL Access-E, qui est une ASBL spécialisée dans les personnes à des besoins spécifiques, qui s'occupe de la certification du sentier et également de la diffusion auprès du public cible. Un deuxième projet qui s'appelle Train sac à dos, qui a été développé par deux parcs naturels, celui de l'Ardenne méridionale et de la Gaume, ainsi qu'en collaboration avec le GAL, donc le groupe d'action local Nova Ardennes. Là, ça a été une idée, c'était de réaliser 280 km d'itinérance, donc principalement de la randonnée à pied, qui vont de gare en gare. Donc il y a plus ou moins 16 sentiers qui ont été identifiés et qui traversent donc la Famenne, l'Ardenne et la Gaume, et qui sont d'1 à 3 journées. Donc là, vraiment avec un accent plus mobilité, et ça relie donc évidemment chaque gare du territoire. J'avais mis une petite vidéo pour introduire ça, mais vu le temps imparti, ce sera compliqué, mais vous tapez Train sac à dos sur YouTube, et il y a en fait toutes les vidéos de chaque des 16 balades, donc c'est pas mal. Un autre projet, donc on a déjà discuté ce matin, ce début d'après-midi, avec la participation du parc naturel Viron-Hermeton dans le cadre du projet Ardennes Écotourisme et Ardennes Attractivity. Donc je ne vais pas revenir dessus. Et si on s'intéresse plus au niveau de notre parc naturel auquel je travaille, donc voilà, on a développé pas mal de projets depuis 2008, notamment un projet phare qui est Escape Ardennes. Donc c'est un grand itinéraire transfrontalier en randonnée pédestre qui relie le Grand-Duché de Luxembourg à La Roche-en-Ardenne, en démarrant du côté de Cottenbach, qui est une petite ville, un petit village au sud de Clairvaux. Et donc c'est 100 km d'itinérance, un peu comme à GR. Et il a la particularité d'avoir eu un label européen Leading Quality Trails Best of Europe, qui évalue donc de manière spécifique le tracé en termes de revêtement, de diversité des paysages, mais aussi il faut un Eurocab bien spécifique, avec une collaboration avec des agences voyage locales pour le transfert de bagages, par exemple.
Et donc là, une coopération transfrontalière importante et aussi une valorisation du patrimoine. Et donc c'est un label qui est réévalué tous les 3 ans. Et donc depuis 2012, on s'attelle tous les 3 ans à réévaluer ce sentier. Donc il y a un guide de randonnée, etc. Pour plus d'informations, vous tapez Escaparden sur Google et vous aurez beaucoup d'infos. Petit retour d'expérience, parce que depuis ce matin, on parle toujours d'éléments de projet, de choses positives, mais évidemment, quand on met en œuvre ce type de projet, au fur et à mesure des années, on s'aperçoit des problématiques, notamment ici, on a déjà discuté ce matin des problèmes de transport en commun. Sur notre territoire, on a une seule gare, qui est la gare de Gouvy. Et donc, quand les randonneurs viennent du Grand-Duché, où il y a des gares partout et où le train est gratuit, ils arrivent à La Roche-en-Ardenne pour retourner au point de départ. Il faut prendre le bus jusqu'à Mellereux ou à Auton, puis le train jusqu'à Liège et de Liège à Luxembourg. Ils en ont pour 4 heures, alors qu'en voiture, ils en ont pour 1h15 au maximum. Donc là aussi, le tout à la voiture, c'est compliqué dans notre région. Le label, aussi, ça nous oblige à évidemment évaluer et à gérer les sentiers avec des problématiques. Parfois, ici, on a l'exemple de Remblai, d'un sentier particulier, avec notamment on a retrouvé des déchets de câbles électriques, etc. Donc si nos amis allemands de la Fédération européenne viennent d'évaluer le sentier, ça posera des problèmes. Le projet Escaparden a aussi permis depuis 2015 de développer des bivouacs en forêt, donc une nouvelle expérience nature pour pallier parfois un manque d'hébergement, mais aussi éviter le camping sauvage. Donc on a eu un engouement très très important depuis 2015, avec vraiment une bonne participation des randonneurs, mais des nuisances, notamment des gens qui n'étaient pas des randonneurs, qui venaient en moto ou en voiture faire la fête, avec des nuisances assez importantes en termes de déchets. Et donc il y avait un problème de cohabitation entre les vrais randonneurs et disons les fêtards, les non-randonneurs, malgré donc un soutien très important au niveau des communes d'Oufalys, de Saint-Aude et de Bertogne, une collaboration aussi avec le DNF et une volonté de toutes les parties prenantes. Donc il y a eu une concertation chaque année pour trouver des solutions. On a mis en place une charte de bonne conduite, etc. Il y a eu des difficultés et les nuisances, au fur et à mesure, ont pesé dans la balance. Il y a eu aussi le manque de contrôle et de répression. Et l'effet Covid aussi en 2020 et 2021, on a eu une explosion des utilisations des bivouacs. Par exemple, le bivouac de la confluence des 2 Ourthes a eu une fois plus de 50 tentes sur le site, alors que c'était limité entre 5 à 10 tentes. Et donc 3 des 5 aires de bivouac ont dû fermer l'année passée. Malgré le déplacement aussi de certaines zones, dans des zones plus reculées, ça n'a pas rebuté les fêtards. Pour terminer, 2 petits projets. Donc, le projet Parc naturel des 2 Ourthes, enfin petit. Il y a quand même 450 km de réseau poineux qui ont été balisés ici fin 2021 et qui vont être inaugurés au printemps. Donc, c'est le système réseau poineux qu'on connaît bien en Flandre et aux Pays-Bas, qui est en train de se développer en Wallonie, qui continuera ici de se développer au niveau de la province de Namur et de Luxembourg. Il y a plus de 450 km de réseaux qui ont été balisés et avec 12 sites paysagers aménagés. Quelques contraintes au niveau du projet, comme Marc Dufresne l'avait signalé, il y a aussi les barrières physiques qui sont la N89, la N4 ou la E25 qui rendent difficile parfois la traversée de ces voiries dangereuses, mais aussi une problématique je l'ai déjà signalé au niveau de Escaparden, de transport en commun, et la durabilité de l'entretien, parrainage, etc. Donc là, une concertation entre la commune concernée, la province, le parc naturel, etc. Et pour terminer, je prends un peu ma casquette d'urbaniste. On est en train de travailler sur une nouvelle problématique qui est l'habitat léger, et plus particulièrement l'habitat léger touristique hors zone forestière. Donc on s'aperçoit qu'il y a un boom des demandes à ce niveau-là. Et donc l'idée au niveau du parc naturel, c'est de proposer aux communes une ligne de conduite où on va un peu plus loin que la législation, on propose des recommandations à tenir en compte pour des projets futurs, pour qu'ils soient mieux intégrés dans la zone ciblée. Et ici, par exemple, quelques recommandations qui vont sûrement aboutir, c'est d'avoir des permis, par exemple, à durée limitée. Donc l'habitat léger, pour vous rappeler, c'est tout ce qui est cabane, roulotte, tipi, etc.
Donc, mais là, c'est vraiment à vocation touristique et pas résidentielle. Ces habitats légers ne seront uniquement accessibles à pied, à cheval ou à vélo, donc pas question de parking ou d'accès aux voitures en forêt. Avoir une surface évidemment minimale pour limiter l'impact au sol, donc 40 mètres carrés, conçu avec des matériaux durables, de préférence en bois. On exigera une autonomie énergétique indispensable pour tout ce qui est électricité, donc via panneaux solaires, eau, récupération d'eau de pluie, et pour la bois par exemple pour le chauffage. Et alors d'essayer d'aller tendre vers un monitoring environnemental lorsque on développe un projet pour voir l'impact qu'a l'hébergement, l'établissement pendant et avant le projet. Voilà un peu ce que j'avais à dire aujourd'hui, vu le temps imparti. Merci.